BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Bon, et 3 invités avec nous jusqu'à 18h pour commenter l'actualité du moment sur les marchés financiers. Véronique Riche-Flores à nos côtés ce soir, économiste indépendante à la tête de RF Research. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez ce matin de votre nouvelle présentation. On aura l'occasion d'en reparler avec un titre idéal pour aborder certains sujets aujourd'hui. Le pari perdu de la reflation financière. Il n'y a même pas de point d'interrogation dans votre titre, c'est ça voilà. Il n'y en a pas. C'est ça. C'est pas un oubli. Non, c'est une affirmation. Donc c'est très intéressant comme sujet de discussion à la veille de la décision de la Fed. Franck Dixmier à nos côtés, spécialiste des marchés obligataires, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Franck, bonsoir. Et François Jubin qui nous accompagne également ce soir, président de Wise AM. François, bonsoir. Bonsoir. On va venir à la Fed, mais parlons peut-être du sujet des GAFA, la tech américaine sous pression, Facebook essentiellement sous pression aujourd'hui. Bon, question autour de l'utilisation, de la mauvaise utilisation des données personnelles par une société tiers. Il y a la question de la régulation dans son ensemble. On parle de taxation du chiffre d'affaires des GAFA en Europe, sommet européen en fin de semaine pour en décider. Il y a la question de la concentration aussi. Alors, des profits, mais aussi des capitalisations boursières autour de ces 5, 6, 7 grandes valeurs technologiques américaines. Donc il y a beaucoup d'angles d'attaque possibles. Comment est-ce que vous regardez juste la séquence assez immédiate et l'affaire, le scandale, la crise qui entoure Facebook aujourd'hui, François Jubin? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire et comme réflexion? Alors effectivement, il ne faudrait pas généraliser un phénomène lié à la valeur Facebook. Néanmoins, c'est intéressant de voir que, comme vous l'avez signalé, il y a différents angles où on peut s'intéresser, la fiscalité des GAFA, la part de ces GAFA dans les valeurs ajoutées. Je lisais récemment un article sur la posture de Trump sur les barrières tarifaires, les barrières douanières, qui étaient en fait une façon d'imposer à la Chine des éléments pour pouvoir ouvrir le marché de la technologie aux GAFA, notamment, ou en tout cas aux valeurs américaines. Donc en fait, on voit bien que aujourd'hui, ce qui était perçu comme un long fleuve tranquille, oui, c'est ça. Eh bien, on sent que quand même, il y a quelques petits indicateurs qui viennent nous chatouiller sur par-ci par-là les données, par-ci par-là la fiscalité. Et sans doute qu'on va ouvrir une période d'interrogation sur les perspectives à moyen terme autour de ces secteurs-là. Ouais. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion avec le regard macro que vous avez? Mais c'est intéressant parce que ces valeurs-là, elles ont un impact systémique aujourd'hui, elles ont un impact macroéconomique. Absolument, et probablement qui va continuer à être croissant. Et je pense que c'est bien quelque part la prise de conscience de cette nouvelle réalité économique qui s'est imposée aux décideurs économiques qui ont laissé faire parce que à la fois c'est assez sensationnel, sont en général de très belles histoires qui sont prometteuses pour l'avenir. Et puis arrive un moment où l'ampleur du phénomène, les enjeux économiques, sociétaux, fiscaux, stratégiques, finissent par faire sourciller en disant ah oui, mais il faudrait peut-être quand même contrôler un peu tout ça. Et je pense qu'on aborde cette période-là qui probablement sera longue, dont on a du mal à cerner les contours, à vrai dire, parce qu'il y a des enjeux très importants et que l'environnement lui-même change très vite. Donc ces enjeux se déplacent et qu'on sait dans le domaine, il est toujours difficile de prendre des mesures, de savoir trouver le juste équilibre. Donc, mais je pense qu'effectivement, c'est un mouvement qui était envisageable, qui est incontournable. Reste à savoir effectivement ce que ça donnera in fine, notamment sur le secteur des nouvelles technologies. Si c'est un coup de frein, je ne crois pas fondamentalement, mais c'est un nouveau cadrage qui approche. Ouais, c'est toujours une question de dosage. Où est-ce qu'on va mettre le curseur sur la fiscalité, sur la réglementation en matière de données personnelles? François, vous avez le sentiment qu'il y a un gros retour de bâton en termes de régulation là, qui attend ces valeurs-là? Est-ce que c'est un risque immédiat ou un risque très fort pour ces valeurs?
Ou est-ce que non? Enfin, je veux dire, je sais pas, quand je vois Bruno Le Maire qui annonce une taxe sur le chiffre d'affaires qui va rapporter 5 milliards d'euros sur 4-5 entreprises, enfin voilà, Apple, ils ont 250 milliards de cash. Non mais, d'un point de vue, l'équation financière, elle va pas se compliquer parce qu'on va taxer 3-4% de leur chiffre d'affaires réalisé en Europe. Donc, les sujets de fond, ils sont où pour vous aujourd'hui? François et puis Véronique, hein, continuons là. Effectivement, il y a des velléités de contrer ces sociétés qui se développent mondialement avec un chiffre d'affaires qui croît en Europe et une fiscalité européenne qui est juste ridicule. Alors velléité parce que il y a un désir si vous regardez velléité dans le Larousse, eh bien on s'aperçoit que ce désir souvent il n'est pas suivi d'effet. Donc voilà, donc c'est la question qu'on peut se poser quand vous rappelez 3-4 milliards à l'échelle des enjeux, c'est sans doute pas suffisant, mais au moins c'est peut-être un premier pas. Véronique. C'est un premier pas. Je ne suis pas sûre qu'on s'arrête à ce premier pas. Je pense qu'effectivement, ce qu'on sent et dans le contexte actuel, qui est quand même un tant soit peu particulier, c'est-à-dire un contexte de stratégie, de tension géopolitique, on sent qu'il y a là également un élément qui peut interférer, qui devient un élément de pouvoir ou d'influence et de pression. Et c'est peut-être là que réside la plus grande incertitude, parce qu'effectivement, on peut avoir, face à un Donald Trump et des mesures protectionnistes, des mesures de rétorsion qui soient plus ou moins violentes ou qui créent un climat d'incertitude. Mais je pense que il faut remettre ça dans le contexte, effectivement, d'enjeux multiples et quelque part d'enjeux de pouvoir aujourd'hui. François Jubin. Juste quand même pour remettre un peu les choses en place, si on regarde Facebook, on va avoir une baisse de la valeur sur quelques jours qui va être de l'ordre de quoi, un peu plus de 10%. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des choses, faut remettre ça quand même dans le contexte où des mauvaises nouvelles sur d'autres valeurs plus traditionnelles nous ont donné des dégagements qui étaient plutôt de l'ordre de 15%, 20%. Donc, vous dites que ça reste mesuré à ce stade. C'est important, mais reprenons quelques valeurs européennes, regardons les valeurs qui ont déçu, et on va s'apercevoir qu'on est sur des niveaux de correction plus important. Oui, enfin là on parle de valeurs qui sont les plus grosses valeurs du monde. Enfin d'ailleurs, ça fragilise l'ensemble des marchés mondiaux, ou est-ce qu'à ce stade ça reste quand même très limité, comme vous dites, François? C'est plutôt votre sentiment, c'est pas. Pour l'instant, force est de constater que ça reste très limité et que les actions européennes ont particulièrement bien résisté. On est encore confortable avec l'investissement dans les GAFA, ou est-ce que non? Est-ce que le marché va se montrer de plus en plus discriminant? Apple, c'est pas Amazon, Amazon, c'est pas Facebook, etc. Il faut remettre ça dans un contexte où je pense qu'on paye très cher beaucoup de ces titres-là. Non, mais là c'est pareil. Apple, c'est pas le même prix qu'Amazon. C'est pas le même prix, effectivement. Ça a quand même beaucoup monté. Ouais. Et qu'à un moment donné, effectivement, je pense que on reviendra sur des choses un peu plus convenables du point de vue des perspectives fondamentales, structurelles de développement, plus effectivement un encadrement ou une évolution de la régulation en la matière. Et puis je crois qu'il faut replacer ça, y compris dans un contexte de marché qui supporte très mal les mauvaises nouvelles, précisément parce qu'on paye assez cher l'avenir. Donc, de fait, il n'y a plus beaucoup de place pour les déceptions, et je pense que ça explique sans doute une partie des fortes variations quotidiennes ou déceptions qu'on peut avoir sur certains titres. Un dernier mot, ça nous amène tranquillement, doucement vers la réserve fédérale américaine, mais votre sentiment, et puis les commentaires évidemment de Franck Dixmy à ce sujet, la GAFA la plus fragile, la GAFA la plus solide, est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions aujourd'hui, François? Comment vous y répondez? C'est très compliqué parce que individuellement, le marché est discriminant. Vous voyez que Apple, on le paye beaucoup moins cher que Amazon, par exemple. Si vous regardez les PE d'Amazon, on peut pas raisonner sur Amazon en termes de valorisation comme sur un actif traditionnel. Mais en même temps, lorsqu'on dit ça, peut-être qu'on fait une erreur aussi d'exclure totalement les raisonnements traditionnels à un moment donné. Voilà. Moi, ce que je vois, en tout cas, si on prend le Nasdaq 100, qui regroupe les 100 valeurs technologiques américaines, dont les GAFA représentent à peu près 45% de l'indice.
ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça se paye 26 fois, un peu plus de 26 fois les résultats, que les taux de marge qui sont réalisés, pas les taux de marge attendus, sont autour de 12 fois. Les taux de marge attendus, cette fois, sont à 14 fois, lorsqu'on a des marchés européens ou des marchés mondiaux qui sont plutôt autour de 8%. Excusez-moi, sur le taux de marge, c'est 14%, et autour de 8% sur la partie action internationale. Ouais. Véronique, il y en a une qui vous paraît plus durable, plus pérenne que les autres, de par son business model, de par son fonctionnement, une plus fragile? Non, j'ai pas d'opinion. Ouais. Là, je reviens à ma position de macroéconomiste et non, je serais très prudente et je m'aventure pas sur ce terrain. Bon, en tout cas, celle qui est dans la seringue aujourd'hui, c'est Facebook. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Franck, avec votre regard macro aussi, le regard du marché obligataire, le regard des banques centrales, parce que ça, c'est la nouvelle économie. Enfin, je veux dire, on a parlé de ces pressions déflationnistes permanentes, structurelles dans l'économie. Elles y sont pas pour rien, j'imagine, ces GAFA, en partie, pour certaines d'entre elles. Oui, tout à fait. Mais enfin, moi, avec mes lunettes taux, si vous voulez, je vois un facteur de soutien supplémentaire pour les taux cœur, que ce soit les trésoreries ou les taux allemands. Parce qu'on voit très bien qu'il y a il y a un peu d'inquiétude quand même dans les marchés depuis ce début d'année, des incertitudes, des valorisations élevées, surtout aux États-Unis, un petit retard de valorisation en Europe, mais on connaît aussi la corrélation très forte entre actifs risqués. Et puis, on l'a souligné, une asymétrie totale du marché action. Donc, une valeur qui fait ce qu'elle devait faire, voire un petit peu plus, continuera bon an mal an sur sa valorisation, tandis que celle qui déçoit un tant soit peu, elle chute d'une falaise. Et donc, cette asymétrie, elle est quand même révélatrice d'une tension, d'incertitude, d'un manque de confort, d'un manque de conviction aussi des investisseurs, mais dans un contexte très compliqué parce qu'on le voit notamment en zone euro, il n'y a pas trop d'alternatives à prendre du risque. Si vous voulez trouver du rendement, il faut investir en actions. Donc c'est un travail redoutable pour les stock pickers. Au niveau des indices, peut-être qu'on peut être un peu circonspect, mais pour les stock pickers, je pense que c'est un champ très très intéressant. Les valeurs technologiques, bon, alors qui rebondissent, c'était vrai il y a un quart d'heure, elles rebondissent un peu moins désormais puisque le Nasdaq est passé dans le rouge. On voit le Dow Jones qui résiste encore un petit peu. Bon, essentiellement Facebook qui pèse encore beaucoup, Facebook qui recule de 5%. Et puis c'est la thématique réseau social qui est ciblée de manière assez précise. C'est intéressant. On voit Twitter qui chute de quasiment 10%, Snap qui recule de 3,5%, Google évidemment. Alors c'est pas franchement un réseau social. En tout cas, ils se sont un peu plantés de ce point de vue-là, Google, mais évidemment gros utilisateur, gros collecteur de données personnelles également. Google, dans une moindre mesure, recule encore de moins de 1% actuellement. En revanche, on voit par exemple un titre comme Amazon rebondir d'1,7% aujourd'hui. Nvidia dans les semi-conducteurs reprend 2%. Netflix regagne 1%. Microsoft regagne 0,5%. Donc des sorts assez divers aujourd'hui dans ce secteur technologique, mais on voit quand même que le secteur technologique est en retard aujourd'hui à New York, et nous en Europe on essaye de gagner un petit peu de terrain, gagner quelques fractions supplémentaires à un quart d'heure de la clôture. Le CAC gagne 0,6% désormais, 5253 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et c'est reparti avec nos invités du Club de la Bourse jusqu'à 18h. Véronique Riche-Flores, économiste, RF Research, François Jubin, le président de Wise AM, et Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. La Fed, le gros morceau de demain avec la décision attendue demain soir, conférence de presse, la première de Jay Powell dans cet exercice en tant que président de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équation de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, Franck? Alors, on attend beaucoup de choses. Bon, il y a une chose qui ne va pas nous surprendre, c'est la hausse de taux. Elle est complètement annoncée, elle est totalement anticipée par les investisseurs. Donc, on va avoir 25 BP de hausse de taux des Fed Funds. Mais ça va être très intéressant de voir les nouvelles prévisions de la Fed, parce que ces nouvelles prévisions intègrent beaucoup plus d'informations qu'elle n'en avait lors du comité de décembre, où on a eu une conférence de presse et les dernières prévisions. Donc ces prévisions vont intégrer beaucoup plus d'informations sur le contenu du plan de relance fiscale de Donald Trump. C'est intéressant de voir comment la Fed la met dans les chiffres, à la fois en termes de croissance, d'inflation. C'est intéressant aussi de voir quelles sont les nouvelles prévisions en termes de hausse de taux, donc les fameuses DOTS. On peut raisonnablement anticiper un décalage vers le haut d'à peu près 25 BP. Donc on ne serait pas du tout surpris de voir officiellement une moyenne des DOTS
autour de 4 hausses de taux en 2018, peut-être 2 en 2019. Le marché aujourd'hui anticipe 3 et 1,5. Ouais. Donc là, il y a peut-être un petit facteur de surprise, mais qui est vraiment très très marginal par rapport au phénomène quand même de resserrement des anticipations sur les prévisions officielles de la Fed depuis déjà le mois de septembre dernier. C'est intéressant aussi d'observer la dispersion de ces dots. Est-ce que finalement le board de la Fed suit l'enthousiasme exprimé par Jérôme Powell lors de ses auditions au Sénat, à la Chambre des représentants, où il avait un peu surpris par un ton assez volontaire en employant le « je ». Donc la Fed comme institution, mais lui s'exprimait aussi à titre personnel avec beaucoup de conviction sur la robustesse de la croissance américaine. Donc beaucoup d'éléments en fait, c'est assez fin en fait. Tout ça, ça va jouer sur la forward guidance, sur les anticipations des investisseurs, mais on n'attend pas de bouleversement sur les taux à la suite de cette réunion. Ouais, quelles que soient les projections ou les évolutions plus ou moins marginales du scénario de la Fed, notamment sur les projections de niveau de taux, les dots comme vous les appelez, le marché a déjà intégré en grande partie ce qui allait se passer cette année et aussi en 2019. Oui, je pense que 2018 c'est assez joué. Je pense que maintenant l'attention des investisseurs sur nous devrait vraiment être sur 2019. Est-ce qu'on va vers un point d'inflexion de la croissance américaine avec un cycle quand même qui est extrêmement mature? Quel va être l'impact réel du plan de relance fiscale dans un contexte où les entreprises n'ont pas de réel besoin d'investir et où les ménages ont déjà fortement puisé dans leur épargne pour consommer? Est-ce qu'ils vont consommer plus? C'est pas du tout évident. Donc beaucoup de questions là-dessus. Et moi, il nous semble, notre scénario est plutôt que assez tôt dans cette année, les investisseurs vont anticiper cette inflexion du cycle américain. Et ça devrait caper des anticipations de hausse de taux, mais qui sont assez bien positionnées finalement. On va sans doute aller vers 2,25, 2,50 sur un taux un peu plateau. Et ensuite, peut-être qu'on anticipera effectivement un ralentissement américain. Et donc pour les taux longs, oui. Pour les taux longs, on est bien. On est bien. Sur ces niveaux-là. Un peu moins de 3%, on est bien. Un peu moins de 3%, on est plutôt bien sur les taux américains. Ouais. Véronique, vos commentaires par rapport à ça et en lien évidemment avec votre scénario que vous avez développé aujourd'hui, le pari perdu de la reflation financière sans point d'interrogation. Non, mais ça s'adresse directement à Jay Powell d'une certaine manière. Non, mais tout à fait. Et alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ma question, je m'interroge davantage sur effectivement le changement de scénario d'anticipation, de remontée des taux de la Fed. Parce qu'il me semble qu'on a eu quelques alarmes depuis le début février, quelques signaux qui pourraient conduire. On ne remet pas du tout en question la hausse des taux de demain, c'est pas le problème. Les 3 hausses non plus, sur l'année. Est-ce qu'on passe à 4 d'emblée? Moi, si j'étais la Fed, je garderais un ton assez optimiste sur la situation économique et je ne changerais pas mes dots. Je ne changerai pas parce que finalement, je me dis que si je peux faire les 2 premières, et que la 3e est entretenue, j'aurai aucun problème à en rajouter une en milieu d'été. Qu'aujourd'hui, je ne prendrai pas forcément le risque parce qu'effectivement, je pense qu'on a eu donc quelques alarmes, que la remontée des taux longs a clairement heurté les marchés d'actions à partir du moment où effectivement les taux 2 ans, je crois que ça a été dit assez souvent, on franchit le taux de rendement des dividendes sur les S&P. On a vu ce que ça donnait en termes de volatilité. Quand en même temps, les taux à 30 ans, c'était à peu près le même jour ou à 24 heures près, on passait les 3%, je pense que ça n'a pas beaucoup aidé. Donc finalement, j'ai hésité. Je pense qu'il y a 50-50, mais qu'un petit point de finesse consisterait tactiquement, ils n'ont pas intérêt à se lier les mains sur 4 hausses aujourd'hui, évidemment. Pour éventuellement devoir revenir en arrière après et être coincé et risquer de provoquer un peu d'inquiétude à nouveau sur les marchés. Voilà, on peut. J'envisage un risque non négligeable qui passe pas à 4. Un commentaire, Franck? Non, juste un point. C'est important ce que vous dites parce que la Fed, elle est crue maintenant par les investisseurs. Les investisseurs doutaient énormément de la volonté de la Fed de monter ses taux en 2017, en 2016. Elle a fait en 2017, en tout cas, elle a fait exactement ce qu'elle avait annoncé. Donc la parole de la Fed
porte, à mon avis, beaucoup plus aujourd'hui qu'elle n'a porté dans les mois qui ont précédé. Bon, le deuxième point, c'est que les DOT, c'est quand même une forward guidance light. Hein, c'est vraiment des opinions personnelles qui n'engagent pas la Fed. Le marché en tient compte. Certes, mais ça n'engage pas la Fed. Oui. Le jour où ils se sont mis à publier ces nuages de points, je sais pas s'ils s'en mordent les doigts aujourd'hui, non mais parce que c'est quand même le seul truc qui est commenté à l'occasion de ces réunions trimestrielles. Les données économiques, le flux de données économiques est pas bon. Tout simplement. 3 mois de baisse de vente au détail en nominal, une estimation du PIB de la Fed de l'Atlanta qui est passé de 5,5 en début de trimestre à 1,8, avec pas mal d'économistes qui commencent à se dire oh, ça pourrait être 1,5. Des effets de la réforme fiscale supposée sur l'investissement qu'on ne voit pas pour l'instant. Regardez le moral des PME. Les PME sont très contentes. Le moral caracole sur des niveaux solides. Les perspectives d'investissement ne bougent pas. Donc il y a quand même pas mal d'éléments au-delà de la nervosité des marchés qui peuvent suggérer, le beige book n'était pas excellent, hein, qui peuvent suggérer que la Fed se dise peut-être pas la peine qu'on s'embringue tout de suite vers quelque chose qui... Mais 3, c'est quand même valable dans le contexte que vous décrivez où on Alors a moi, j'ai pas 3 hausses de taux cette année parce que voilà, je pense que la Fed ne peut pas annoncer autre chose que 3. Elle peut pas 4. se déjuger aujourd'hui. Alors vous dites quoi, vous, Véronique, alors Moi, je dis... Il s'arrête à combien j'en ai rajouté une, donc j'en avais une. Hein. Là, j'en ai rajouté une. Donc il y a celle de demain parce qu'elle est évidente. Quand même. Il en faudra une autre derrière. Et vous dites après, ce serait bien de s'arrêter. Après, je ne sais pas si c'est bien de s'arrêter. Je ne suis pas du tout sûre que les conditions permettent d'aller au-delà. Donc, parce que nervosité des marchés, parce que déception sur les retombées de la réforme fiscale, sur la croissance. Je pense qu'on a été tous un peu bluffés par la croissance de la fin de l'année dernière, qui a quand même été le résultat des ouragans pour beaucoup. Et qu'aujourd'hui, on se réveille en se disant « Ah ben non, c'est pas aussi solide. Est-ce que ça ira mieux au deuxième trimestre ?» Je suis pas du tout certaine pour l'instant. On n'a pas d'éléments suffisants pour dire « Bon, c'est qu'un petit trou et ça ira mieux. » Donc, je suis un peu dans l'expectative, hein, sur fond, effectivement, d'environnement de marché, où je pense que cette anticipation d'un scénario de reflation, où tout va bien, où la croissance revient, on a de l'inflation qui fait pas mal et qui permet de supporter des hausses de taux, me semble devoir être remis en cause assez rapidement. Donc, ça devient plus compliqué. La courbe des taux s'est réaplatie. On a perdu tout ce qu'on avait gagné entre décembre et janvier. Pour moi, c'est un signal qui risque de s'accentuer et de limiter un peu la marge de manœuvre de la Fed. Et des inquiétudes qui portent essentiellement sur la croissance aujourd'hui, c'est ça, Véronique, plus que sur l'idée d'une surchauffe d'inflation. Oui. C'est plutôt qu'on a, je pense que les économistes et les marchés ont surpayé la réforme fiscale et qu'on en attend beaucoup trop. Et qu'en réalité, on va revenir à un contexte décevant relativement aux attentes. Je ne suis pas outre mesure inquiète sur la croissance, mais qui ne me semble pas pouvoir... aller aussi haut qu'on l'attend. Franck, une réaction, et puis François Jubin, évidemment, vos commentaires sur ce qu'on attend de la Fed. Oui, rapidement. En fait, c'est vrai que nos convictions sur l'action de la Fed sont basées aussi sur l'évolution de l'inflation. L'inflation des salaires, on l'a pas vu, hein, on l'a attendu pendant assez longtemps. On a eu des chiffres assez forts, on a eu plus de 500 000 créations d'emplois quand même, hein, depuis le début de cette année. On a eu un chiffre très fort d'augmentation des salaires horaires, c'était au mois de janvier, plus 2,9. Et corrigé depuis. Plus 2,6, certes. Mais cette inflation, elle vient. Et c'est totalement cohérent aussi avec le discours de la Fed, qui nous a dit en 2016-2017, je vais monter mes taux, je ne comprends pas pourquoi l'inflation est si basse, mais vous allez voir, elle va venir. On comprend toujours pas pourquoi l'inflation reste aussi basse. On voit quand même l'inflation par les salaires arriver, graduellement, et on est très très proche du Nairou, donc on sait... On peut chômage d'équilibre. Voilà, donc on peut s'attendre aussi à des accélérations non linéaires. C'est un peu ce qu'on a appris à l'école. On va voir si ça se vérifie, mais là-dessus on est plutôt confiant, oui. Bon, un peu plus que Véronique, en tout cas, c'est ce que je crois comprendre. François Jubin. Quelle confiance vous attendez la Fed demain soir? 3 hausses, est-ce que c'est raisonnable pour cette année? Est-ce qu'il en faut 4? Est-ce qu'il en faut moins? Bon, évidemment, tout ça repose sur l'analyse de la situation économique, du match croissance-inflation que vous faites aujourd'hui. Moi, ce que j'entends, c'est que on n'aura pas de surprise sur effectivement demain sur le mouvement, mais que au final, on pourrait avoir dans les mois qui viennent
des indicateurs économiques, en tout cas des indicateurs qui nous amèneraient à plus de prudence, en tout cas qui pourraient amener la Fed à plus de prudence. Donc sans doute que la Fed voudra se ménager une porte de sortie dans les périodes à venir. Et donc pour se ménager une porte de sortie, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop négative aujourd'hui. Mais vous partagez effectivement alors les inquiétudes ou les questionnements de Véronique Riche-Flores sur la pérennité du rythme de croissance aux États-Unis. Bon, il y a toujours le fléchissement traditionnel du premier trimestre, mais au-delà de ça, sur les prochains mois, prochains trimestres, là, vous avez des doutes sur l'impact de la réforme fiscale de manière immédiate ? Je crois que l'accélération de la croissance économique aux États-Unis, c'est plus l'actualité. Hein. Donc la question, c'est effectivement de savoir si on va pouvoir obtenir tout ce qu'on attendait sur cet impact de la réforme fiscale. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'éléments extrêmement tangibles, mais effectivement, je remarque que les economic surprise sont en train de montrer une inflexion. Je remarque que le taux d'épargne est à un niveau exceptionnellement bas. Bref, donc je remarque un certain nombre d'indicateurs qui me laissent, pour lesquels moi j'ai envie de conserver une certaine prudence sur les perspectives de croissance. Donc la croissance pour vous, le thème de j'achète l'accélération de la croissance, c'est passé. On est sur autre chose maintenant. Véronique, un mot et puis on va... un mot parce qu'on ne parle plus beaucoup d'immobilier. Oui. Et les chiffres du secteur immobilier ne sont pas bons pour le moins. Et ils n'étaient pas bons au printemps dernier, vous vous souvenez ? Peut-être pas. Mais après, il y a eu les ouragans et c'est reparti. Quand on regardait dans le détail les chiffres de l'immobilier, on voyait que tout venait au niveau des mises en chantier de ce qui se passait dans le sud. On a reconstruit. Et maintenant, on revient sur un marché qui, fondamentalement, est très cher. 34% de hausse des prix du neuf depuis le pic de 2007. C'est considérable. Qui a été alimenté par les plus riches des propriétaires américains, enfin des ménages américains, souvent multipropriétaires, à des fins d'investissement locatif. Aujourd'hui, on a des taux plus élevés, on a des loyers qui ont du mal à continuer à croître comme ils l'ont fait. Donc, et vous ajoutez à ça les effets d'une réforme fiscale qui supprime, qui abaisse le plafond de déductibilité des intérêts des mortgages. Je trouve que ça commence à faire beaucoup pour ce marché immobilier et que ça pourrait être un élément supplémentaire de fragilité conjoncturelle. On marque une pause, fin de séance à suivre en Europe dans un instant. Le CAC gagne 0,54%. On est entré dans la période de fixing, 5250 points pour l'indice cash à Paris. Facebook toujours dans la seringue, sous pression. Le titre chute encore de 4% aujourd'hui. Les autres GAFA se tiennent un peu mieux. Certaines même rebondissent assez franchement. C'est le cas de Amazon qui dépasse d'ailleurs en termes de valorisation Google désormais. Donc Amazon qui était passé il y a quelques semaines à peine devant Microsoft pour devenir numéro 3 en termes de valorisation boursière et qui devient donc désormais numéro 2. Bon, ça se joue à quelques dizaines de milliards de dollars. On va dire que c'est le sens du mouvement. Bon, maintenant, il y a quand même une marche à franchir pour aller chercher Apple parce que Amazon doit se traiter autour de, oui, c'est ça, un peu moins de 800 milliards de dollars. Il y a une petite marge de 100 milliards quand même et un peu plus même à franchir pour aller chercher Apple. Mais bon, Amazon qui gagne encore une place dans le classement des capitalisations boursières mondiales. Apple orienté positivement également qui gagne 0,5% à Paris. On va terminer sur une note positive. Une pause et on reparle du marché évidemment avec nos invités jusqu'à 18h. Fin de séance sur les marchés européens avec des marchés en Europe qui regagnent un peu de terrain, plus 0,5% pour le CAC. Bon, enfin, on regagne du terrain pour rester sur les mêmes niveaux. Il ne se passe rien de ce point de vue-là. 5250 points pour le CAC 40 cash ce soir. Le DAX à Francfort gagne 0,8%. 12 315 points actuellement. La volatilité est en légère baisse et on voit des marchés américains assez volatiles. Encore pas mal de fébrilité autour des valeurs technologiques, à commencer par Facebook qui est bien au centre de l'épicentre du séisme. Facebook qui est l'épicentre des secousses qu'on a sur les valeurs tech depuis hier. Bon, et d'ailleurs, c'est Facebook qui reste quasiment la seule dans la seringue au sein des grandes GAFA. Facebook qui recule encore de 4% ce soir. Nos invités en plateau, évidemment, avec nous jusqu'à 18h. Et pour la clôture, Jean-Luc Hussac, qu'on retrouve en duplex chez Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, le CAC, bon, 5250 points. Voilà, on regagne un peu de terrain, mais rien ne change au final. Tout à fait, le CAC va bien, on va dire. Donc si la question c'est est-ce que Facebook peut amener de la fragilisation ou est-ce que ça a amené de la fragilisation, la réponse est clairement non.
Dans les faits, on ne voit rien. Et si on cherche bien, si on gratte, on voit aucun changement s'opérer sur l'état d'esprit général. Techniquement, il n'y a rien. Et voilà. Donc, pour l'instant, le marché, ça fait 8 jours qu'il piétine et qu'il réagit comme ça, parfois un petit peu contrarié, parfois un petit peu rassuré. Et il tourne entre 5003 et 5002. Alors, évidemment, ce que je dis là, c'est plus facile à dire maintenant à 5240 qu'à 5190 hier soir. Mais j'ai tenu ce même discours hier soir. Et ce matin encore sur votre antenne, hier également. Donc, pour moi, c'est vraiment d'une manière objective que je dis ça. Je ne vois rien. Et même au moment où le marché est en train de baisser, je ne vois pas de force vendeuse. Donc, ça veut dire que les gérants sont toujours dans l'attente, en tout cas les grandes gestions, qui peut-être arbitrent, réagissent comme là sur Publicis. Ce matin, vous avez vu la hausse à l'ouverture. Derrière, elle s'écroule. Il y avait une réunion à Londres aujourd'hui. Alors certainement qu'elle ça s'est pas très bien passé. Hein. Je n'ai pas regardé les détails, mais elle a perdu plus de 6% par rapport à l'ouverture. Voilà, on a des réactions comme ça très très ciblées, mais sur le marché en général, non, il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises. Le volume 2,7 a priori, là, milliard. Donc c'est très faible. Le seul volume important, ça a été vendredi avec l'échéance. Et donc rien à remarquer, rien de remarquable, rien à remarquer, rien à signaler de particulier. Un marché qui résiste bien. Donc c'est plutôt bien. Hein, mais c'est vrai que difficile de se projeter. Et encore une fois, si je devais prendre une position long terme, j'aurais toujours l'impression qu'on pourrait peut-être plus facilement aller à 4009 qu'à 5005, mais ça reste une impression. Merci beaucoup Jean-Louis, merci pour votre éclairage, votre analyse en temps réel de cette clôture à Paris. Le CAC termine sur une note positive, donc plus 0,57%, 5252 points. Publicis, effectivement sous pression, journée investisseur à Londres. Le groupe veut renouer avec une croissance organique de 4% en 2020. C'est bien, ça paraît trop ambitieux aux yeux du marché qui doute à ce stade que Publicis puisse arriver à ce niveau de croissance organique en 2020. On était à 0,8 l'an passé pour la croissance de Publicis dans un secteur en plein bouleversement évidemment. Publicis qui chute de 4% ce soir. À l'inverse, on a racheté un peu de valeur pétrolière, Technip en tête, plus 2,6%. Et puis le luxe, là, la consommation discrétionnaire, Kering notamment, avec les objectifs de sa filiale Puma qui ont séduit le marché. Puma gagne plus de 6% à Francfort ce soir et Kering à Paris gagne 2,5%. LVMH dans le sillage gagne un peu plus de 2%. Le dollar rebondit aujourd'hui à la veille de la décision de la Fed. L'euro-dollar à 1,2260 et le CAC ce soir plus 0,57%, 5252 points. BFM Business, Intégral Bourse. On refait la séance. Avec nos invités en plateau, Franck Dixmier, Allianz Global Investors, Véronique Riche-Flores, RF Research et François Jubin, Wise AM. François, tous les soirs depuis des semaines, j'ai l'impression de raconter la même clôture à 5250 points pour le CAC, enfin peu ou prou quoi. On est dans un range de fluctuations très très étroit. Depuis le choc du mois de février, finalement, on a rebondi un peu et puis sans jamais retrouver nos sommets précédents. Et puis depuis, on ne sait plus trop sur quel pied danser. C'est pas si étroit que ça, parce qu'on a quand même des variations quotidiennes, ou en tout cas, au sein même d'une journée, on peut avoir des variations qui dépassent le 1%. Ouais. Donc, on a quand même de la volatilité. Moi, ce que je note depuis un mois, c'est que les obligations les taux sur les obligations long terme US se sont stabilisés. Voilà. Et je trouve que ça, c'est un sujet intéressant parce qu'il a eu des impacts sur le dollar. Il a eu également des impacts sur les marchés actions, puisque la crainte qu'on avait en février sur l'ensemble des marchés actions, c'était de voir les taux longs anticiper sur des hausses importantes de taux de la Réserve fédérale, entre autres. Et bien tout ça semble en fait se stabiliser, et ça c'est quand même un élément de soutien sur longue période. Voilà. Donc ça c'est une première chose. L'autre point qui me semble important également à signaler, c'est que les actions européennes marquent quand même aujourd'hui arrivent à résister sur la semaine dernière au moins, ont réussi à résister par rapport à une vente sur les actions américaines qui généralement se traduisait également par une surréaction des actions européennes.
Et puis le retard accumulé est tel quand même que. c'est vrai. Mais c'est vrai que sur la séquence récente, oui. Voilà. Sauf que aussi, on sait que les résultats des entreprises européennes ont marqué le pas dans les années 2015-2016 et on a la même chose sur les marchés émergents. Et depuis sur l'année 2017, eh bien sur les marchés émergents comme sur les actions européennes, on a des croissances de résultats qui sont tout à fait honorables et parfois dépassent celles des indices américains. Ouais. Donc, je trouve que l'Europe est en train de progressivement, peut-être de reprendre un peu de terrain. Constructif, donc, vous dites, Constructif. vis-à-vis de ce marché européen particulièrement. Ajoutons à cela que l'environnement sur les taux obligataires a sans doute permis au dollar de reprendre quelques couleurs. En tout cas, à l'euro d'arrêter sa hausse au-delà des 1,25 qu'on avait franchi. Ouais, c'est vrai, on est à 1,2260 ce soir, donc en attendant la fête demain soir. Un mot du marché, Véronique, le marché européen notamment. Bon, on est en retard par rapport aux États-Unis, ça c'est habituel. Même au sein de nos indices européens, il y a des divergences qui commencent à se créer entre l'Italie et l'Allemagne. Alors, à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de dire quand on parle des économies allemandes versus l'économie italienne, là, du point de vue du marché, c'est l'indice italien qui est devant l'indice allemand, par exemple. Oui. Oui. Alors, globalement parlant, j'ai quand même l'impression que le temps joue pas tout à fait en faveur de l'Europe ou des marchés européens. Et pour ma part, je commence à me lasser. C'est-à-dire que j'étais relativement confortable sur l'idée que le cycle de hausse du marché des marchés européens avait encore sans doute de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, j'élargis la loupe et je vois un marché qui commence à me décourager un petit peu, en tout cas à suggérer que l'idée d'une nouvelle hausse à venir soit quand même beaucoup plus compliquée. Pourquoi ? Alors, dans un contexte où, par ailleurs, la conjoncture européenne, un petit peu comme la conjoncture mondiale, est en train quand même de nous délivrer des statistiques qui ne sont pas tout à fait en phase avec les anticipations, ni des économistes, ni de la Banque centrale, ni probablement des marchés. Ce matin, pour donner un exemple, l'indice, l'enquête ZEW en Allemagne, les perspectives décrochent. Ça fait 2-3 mois que c'est un peu faible, mais là, ça décroche. On regarde le détail. Là où ça décroche, ce sont sur les secteurs à l'exportation. Du coup, ça me rappelle qu'il y a quelques jours, on a eu des enquêtes de la Commission européenne sur les carnets de commandes qui, après s'être fabuleusement améliorés à la fin de l'année dernière jusqu'au tout début de cette année, sont maintenant revenus sur leur moyenne, à l'exception de deux ou trois secteurs, sur leur moyenne 2017. Des perspectives de prix, notamment en Allemagne, des industriels qui s'étaient ressaisis, qui faisaient même redouter certains trop d'inflation, etc., qui aujourd'hui rebaissent, sont très sanctionnés. Alors on essaye de trouver quelque chose. Pour expliquer tout ça, on est forcément obligé de regarder du côté de l'euro. Du côté de l'euro et d'un flux de tendances économiques qui n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes en ce début d'année. Donc je suis un peu réservée, là aussi, plus réservée que je n'ai pu l'être il y a 2-3 mois par exemple, en disant si finalement on a quelques déceptions persistantes aux États-Unis, le reste du monde émergent est quand même pas au mieux de sa forme, l'Europe risque de décevoir. Voilà. Tout ceci relatif à une dose d'optimisme qui est celle que vous connaissez bien, qui a été encore animée par des révisions à la hausse, des prévisions de croissance sur l'Europe il y a très peu de temps, qui me semble être allé un peu loin, un peu vite et loin en besogne. Bon, est-ce que vous partagez le sentiment ou l'analyse de Véronique Riche-Fleuret sur l'Europe aujourd'hui, Non, Franck ? pas trop. Ouais. Non, et alors c'est vrai que les indicateurs de surprise piquent un peu du nez, mais il faut voir d'où on vient, en fait. Sur 2017, on n'a eu que des surprises positives avec une accélération en fin d'année qui a été remarquable. Vous citiez les indices allemands, mais l'IFO est à un plus haut de 50 ans. C'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Donc que ça décroche un peu,
c'est normal. Ça ne doit pas affecter notre morale, c'est ce que vous dites. Non, je pense pas. Je pense pas. Si la croissance était à un plus haut depuis 50 ans et qu'elle ait suivi l'IFO, je dirais d'accord. En l'occurrence, les résultats en termes de croissance ne sont pas à la hauteur de ce que nous ont dit tous ces indicateurs de confiance. Rappelez-vous le PMI chinois qui caracolait. Je n'ai pas cessé l'an dernier de dire ah oui mais attention, la production elle ne suit pas. Aujourd'hui, ce qui se normalise, c'est pas la production, c'est l'indicateur de confiance. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a tiré les indicateurs de confiance l'an dernier, qu'on n'a pas complètement expliqué et qui aujourd'hui menace peut-être de disparaître et de nous faire voir les perspectives sous un angle un tant soit peu moins favorable. Franck, une réponse, une réaction, puis on marquera une... Non, je pense que tout ça, ça peut refléter aussi des variations un peu dans le sentiment des investisseurs. Je crois qu'il y a un très gros sujet, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est la construction européenne. Où va-t-on ? Et là, on a quand même des bonnes nouvelles. Enfin, le fait qu'on ait une grande coalition à nouveau en Allemagne, alors même si d'un point de vue purement démocratique, on peut s'interroger sur la légitimité de cette coalition de mener les affaires, mais bref, c'est quand même très favorable avec un équilibre et notamment avec le SPD qui a des postes clés et dont on connaît les positions pro-Europe. Donc c'est un interlocuteur quand même du président Macron qui va compter pour donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique en Europe. À voir, mais c'est quand même sur la table. Et du coup, c'est très favorable pour l'euro. Ça fait monter l'euro et du coup on reboucle avec l'impact. Et voilà, il y a quand même cette devise qui me semble être montée un peu tôt par rapport au cycle de reprise industrielle en ce moment. Enfin, 1,25, moins de 1,25, on sait vivre avec 1,25 quand même. Je ne suis pas pessimiste. C'est des mêmes prévisions que le consensus à 2 dixièmes près. C'est pas ça. Et vous emballez pas sur l'idée des enquêtes qui montrent un optimisme. Les attentes de résultats de bénéfices en Europe sont quand même un peu costauds. Pour ne pas être déçu à l'avenir, voilà, mettez-vous, mais alignez vos ambitions avec la réalité aujourd'hui, c'est ça. Bon, on va marquer une pause. On pourra peut-être redire un mot de Facebook, parce que Zuckerberg, il est convoqué par tous les parlements du monde. Non, mais c'est ça maintenant l'histoire. Convoqué par le Parlement européen, invité à venir s'expliquer devant le Parlement européen, convoqué par une commission du Parlement britannique, sous enquête de la FTC aux États-Unis. Bon, ça devient un vrai sujet politique là autour de la question des données personnelles. Et puis, on peut faire lien avec la question du protectionnisme, puisque le G20 va sortir tout à l'heure son communiqué final, sans rien changer par rapport aux déclarations qui avaient été faites lors du sommet de Hambourg en juillet dernier sur la question du commerce mondial. Une pause, on se retrouve pour quelques minutes encore avec nos invités. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. 5 minutes encore en compagnie de nos invités, Franck Dixmier, directeur de gestion obligataire d'Allianz Global Investors, François Jubin, président de WiseAM, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. On pourra dire un mot du protectionnisme, mais je voulais qu'on redise un mot de Facebook quand même, parce que là, Mark Zuckerberg, qui ne s'est pas encore exprimé depuis le début de l'affaire, ni lui ni Sheryl Sandberg, la directrice des opérations, les deux, le binôme dirigeant de Facebook aujourd'hui, il est invité plus ou moins durement à venir s'exprimer devant les parlements nationaux, enfin le Parlement européen qui invite Zuckerberg à s'expliquer, une commission du Parlement britannique qui l'enjoint de venir clarifier la situation et le rôle qu'il a pu jouer, ou que Facebook a pu jouer dans la mauvaise utilisation présumée de ses données personnelles, dans l'affaire Cambridge Analytica, la FTC, la commission des pratiques commerciales aux États-Unis qui lance évidemment une enquête. Encore une fois, est-ce qu'on peut en redire un mot? Puis cette question des données personnelles, c'est la matière première pour des centaines, des milliers, des millions d'entreprises aujourd'hui dans le monde qui travaillent à partir de cette matière première de données personnelles récoltées alors sur Facebook, Google, sur Amazon aussi, de partout à travers ces plateformes, Véronique. Qui paye, qui protège, qui produit, qui... Écoutez, on a face à beaucoup de vides juridiques, parce qu'effectivement, la législation a du mal à suivre le progrès, la rapidité du progrès de l'innovation. Et puis, il y a des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé dès le début. Et puis, on se retrouve confronté à des cas de figure qui font se dire « Ah !»
tiens, là, il va falloir faire changer les choses, ou bouger, et évoluer, et contrôler. Sauf que vous l'avez suggéré, c'est pas si simple que ça. Sinon, on aurait sans doute déjà mis en place des instruments de limitation. Donc, je pense que ça fait partie de l'incertitude, mais c'est pas mal également. Alors, on disait tout à l'heure, bon, et finalement, les politiques trouvent un os à ronger, et il y a sans doute un peu de ça également. Mais c'est pas mal qu'il y ait cet échange, je trouve, entre un géant, un grand de ces, bon, Mark Zuckerberg en l'occurrence, et puis les politiques, et qu'il y ait une prise de conscience réciproque, hein, donc, et peut-être une meilleure compréhension aussi des enjeux, etc. Mais ça me paraît effectivement être arrivé à un point où de toute façon il faut arriver à progresser sur ces sujets-là. Ça fait partie, on peut revenir aussi sur l'aspect fiscal, bien évidemment. Ça fait partie des gros sujets sur lesquels il va falloir trouver un modus operandi qui fonctionne et qui satisfasse un peu mieux tout le monde. François Jubin, Mark Zuckerberg qui est convoqué pour s'expliquer devant le Parlement européen, devant le Parlement britannique. C'est juste du théâtre ou non? Enfin, on est au cœur du sujet, et oui, il va falloir que ce dialogue, alors mis en scène à travers les parlements, mais il faut que ce dialogue s'accélère, s'approfondisse. Ouais, sans doute que ce dialogue a été inexistant auparavant, et aujourd'hui on se rend compte de toutes les implications que ça a dans notre vie quotidienne, dans nos échanges économiques. Eh bien aujourd'hui on va peut-être ouvrir des sujets. Vous savez que les régulateurs ont toujours un temps de retard, sur les entreprises. Eh bien là on en a une démonstration très nette. Facebook toujours sous pression, et une pression qui reste localisée autour d'un Facebook aujourd'hui, enfin des réseaux sociaux en général, puisqu'on voit quand même Twitter qui chute de quasiment 10%, Facebook perd encore entre 4 et 5% en cours de séance aux États-Unis. Il nous reste 2 minutes pour parler du protectionnisme. Franck Dixmé, non mais juste un commentaire, parce que le G20 va évidemment publier son communiqué à l'issue de la réunion des ministres des Finances du G20. Ils vont reprendre la formulation sur le commerce international qui avait été celle du sommet de Hambourg en juillet dernier, à savoir que le G20, cette instance, combat le protectionnisme, les pratiques commerciales inéquitables, mais dans le même temps reconnaît le rôle des instruments de défense commerciale légitimes. Oui, donc là, ça ouvre effectivement la porte à beaucoup d'interprétations, puisque là, on parle d'intérêts nationaux. Ouais. Donc, et ça empêche de sanctionner trop durement un Donald Trump aujourd'hui, par exemple, là, du point de vue de la communauté internationale? Oui, ça tiendrait pas. Mais en fait, Trump et son administration aujourd'hui est dans une posture totalement politique. Il n'y a pas réellement de raisonnement économique derrière. Le bon raisonnement économique vous dit que c'est lose-lose, et vraiment pour tout le monde. Donc, jusqu'où ils vont aller? Mais je sais pas, normalement, d'ici la fin de la semaine, il annonce 60 milliards de tarifs douaniers sur les produits chinois. Ouais, on verra. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui prend la main, en fait. C'est lui qui écrit l'agenda et qui va convoquer ses homologues pour se mettre autour d'une table et diriger des négociations. Donc, d'un point de vue politique, on peut très bien comprendre. C'est le mal dominant, en fait, dans cette histoire. Mais il y a des limites. Et les limites, c'est l'économie. C'est le cycle américain extrêmement mature. Est-ce que l'économie américaine peut supporter une guerre commerciale? Sans doute non. Non, mais donc, quelle dose de protectionnisme elle peut? Et quelle dose? Et en même temps, c'est ça la question. Ouais. Mais on est en pleine absurdie, parce que quand on voit un des derniers tweets de Trump qui est très ferme vis-à-vis des Chinois en disant qu'il veut réduire de 1 milliard le déficit commercial, alors que c'est un déficit comme de 375 milliards avec la Chine. Ça a été rectifié derrière, c'est 100 milliards en fait. Oui. Il veut, la facture c'est 100 milliards. Il veut taper 100 milliards sur le commerce Chine-États-Unis. Mais ça manque un peu de colonne vertébrale économique. Bon, un mot rapide, Véronique. Pour une économie qui dépend, donc qui se finance à l'étranger. Donc à un moment donné, il va quand même falloir être vigilant à ce niveau-là, parce que la meilleure mesure de rétorsion, c'est quand même celle-là, ou l'agriculture. Mais là,
on passe un cran. Mais je pense qu'on est obligé quelque part d'orienter son regard vers ces risques-là aujourd'hui, parce que ce sont les vraies forces de réplique. Confrontation, bien sûr, et quelle sera la réponse de la Chine? Bon, en clôture de la session annuelle du Parlement chinois, le Premier ministre Li Keqiang a dit que la Chine continuerait de s'ouvrir toujours plus et encore davantage pour permettre aux entreprises chinoises ou internationales de venir s'affronter librement en pleine concurrence sur le marché chinois. On verra dans les actes ce qu'il en est. Merci d'avoir été avec nous pendant 7 heures, bientôt 18h. Très bon début de soirée sur BFM Business. On se retrouve demain dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. Le CAC ce soir plus 0,57% en clôture, 5252 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.